Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. La structure des freins de l'Evoque est assez simple, mais leurs performances sont suffisantes. Les disques de frein ont un diamètre de 300 mm sur toutes les versions, et les étriers sont simples, avec un support flottant. Les conduites de frein sont fiables et ne se sont pas encore corrodées, et l'unité ABS est un modèle de stabilité. Il est surprenant de constater que même le câblage et les capteurs du système ne tombent pas souvent en panne. Ce qui coûte le plus cher dans cette gamme, ce sont les actionneurs de freins de stationnement. Ils sont réalisés ici avec des moteurs à engrenages séparés sur les étriers arrière. Il arrive que les boîtiers se fissurent et que l'humidité pénètre dans le mécanisme du réducteur et dans le mécanisme à vis de l'étrier. Le prix du motoreducteur est intéressant, pour le prix de 2, on peut acheter un Priora, et il n'y en a pas d'autre qui ne soit pas d'origine. Mais parfois, dans un cours, il faut faire preuve de discernement et installer un Dittel similaire provenant de Volkswagen, ceux-ci, même en exécution d'origine, seront beaucoup moins chers. Suspension. Les suspensions de la voiture sont assez solides. Mais si l'on compare avec le même Freelander 2, les leviers avant en aluminium sont plus difficiles à restaurer que les leviers en acier avec boule rivetée et la boule elle-même serre moins. Cependant, les leviers de remplacement proviennent généralement d'un autre véhicule de la même plateforme, le Discovery Sport. C'est moins cher et plus pratique. Les leviers coïncident complètement par leur taille, mais, comme dans le Freelander, ils sont en acier. Pour le reste, le train roulant est étonnamment ingénieux, en règle générale, seules les jambes de force stabilisatrices et parfois les roulements de moyeu doivent être remplacés jusqu'à 100 000. Plus près de 100 000, il faut remplacer les leviers avant et parfois les silent blocks, mais cela dépend beaucoup du conducteur et des charges. Il existe des exemples de voitures dont seuls les roulements de moyeu et les os ont été remplacés avant 200 000 ans. Dans la suspension arrière, les roulements de moyeu tombent également en panne et les ressources des silent blocks des leviers sont souvent bien inférieures à 100 000, mais tous les élastiques sont remplaçables et peu coûteux, même dans la version originale. Les problèmes ne concernent que les boulons de carrossage, mais il s'agit d'un problème global, auquel les ingénieurs en charge des suspensions ne peuvent faire face depuis 40 ans, depuis la transition vers les suspensions arrière indépendantes. La voiture est sensible à l'état des amortisseurs. L'excellente tenue de route, qui plaît, étant nouvelle, se transforme en l'habituelle oscillation du crossover à mesure qu'elle s'use. C'est pire si la voiture est équipée d'une suspension adaptative à fluide magnétoresistif. Les amortisseurs Manrid ainsi contrôle sont franchement chers, car les composants d'origine sont très onéreux, comme s'il était en platine recouvert d'or. Plus précisément, il coûte 150 000 roubles l'unité, ce qui n'est pas le cas de toutes les jambes de force pneumatiques. Dans des conditions de froid régulier, le fluide magnétique se délamine et l'usure des soupapes et des joints augmente. En conséquence, 2 ou 3 années s'écoulent littéralement et la qualité du travail de l'amortisseur diminue considérablement. Les capteurs et le câblage du système se détériorent également petit à petit. Mais il existe peu de services qui restaurent ces éléments de manière complexe, et le niveau de travail laisse à désirer. Toutefois, si le caractère sportif de la voiture n'est pas très important pour vous, l'Evoque est tout à fait capable de rouler avec des amortisseurs d'origine incontrôlables, et plus de 250 000. Ils coûtent 50 000 roubles chacun et peuvent être remplacés par de très bons modèles TRW, Bilstein, SAC, KYB, avec lesquels le caractère de la voiture ne change pas beaucoup. La direction de l'Evoque est assistée électriquement par Bosch, le moteur étant situé sur la crémaillère est parfaitement règle. En ce qui concerne les inconvénients, à l'exception d'une franche aversion pour ce type d'Unite qui permet de surmonter les difficultés rencontrées par les Ford. Et en général, la corrosion d'un arbre et l'usure des bagues latérales d'une crémaillère restent des problèmes typiques de l'EPS. L'état des couvercles anti-poussière et la lubrification doivent être surveillés de près. Les boulons en aluminium qui fixent le moteur de la crémaillère constituent un autre problème. Les voitures produites jusqu'en 2016 en étaient équipées. Il est fortement recommandé de les remplacer par des boulons en acier, même s'il y a eu une campagne de rappel. Mais, comme le montre la pratique,
les concessionnaires n'ont pas changé les boulons sur toutes les voitures, et l'assemblage anglais est ainsi fait. Il semble que seuls des boulons en acier auraient dû être posés sur le restylage, mais en fait ils ont vissé ce qu'ils avaient. En conséquence, le propriétaire ne se rend souvent pas compte que 2 des 3 boulons de fixation du moteur d'appoint sont déjà cassés et qu'il risque à tout moment de se retrouver sans appoint. De plus, compte tenu du rapport de démultiplication du booster, comme sur l'évoqué, il est très difficile de tourner le volant sans l'aide de l'électricité à basse vitesse, ce qui entraîne un risque d'accident. À grande vitesse, le volant devient plus lourd. Dans la plupart des cas, la courroie de la crémaillère est endommagée, ce qui signifie que son remplacement nécessitera une réparation assez importante. Elle n'est pas disponible en pièces détachées, mais vous pouvez vous référer à la nomenclature industrielle, longueur 316 mm, largeur 22 mm, 158 dents obliques. Par exemple, la courroie portant le code HE 4036 ERM convient. Transmission. Problème courant: le traditionnel problème de corrosion et d'usure des cannelures de la boîte de vitesse à renvoi d'anglaise n'est que très peu présent sur l'évoqué. Pour le reste, on ne peut que se plaindre du coût élevé des transmissions et du manque de graisse dans les rotules extérieures après 100 000 ans, il vaudrait mieux remplacer le lubrifiant. Boîte de vitesse manuelle: la voiture était équipée d'une Ford Getrag M66 à 6 vitesses, mais il est difficile de trouver un tel exemplaire, et il n'y a donc pratiquement pas de statistiques. Mais sur le Freelander et d'autres voitures, il s'est avéré être un solide médiocre. Après 200 000 km, il est généralement nécessaire d'être prêt pour le remplacement des roulements et le réassemblage. Et c'est précisément avec le MKP qu'est combinée une boîte de vitesse à renvoi d'angle qui n'a pas beaucoup de succès. En outre, les pièces de rechange pour les mécaniciens sont plus chères que pour les uns, et la ressource d'une boîte est moindre. En outre, le volant d'inertie est à 2 masses, mais il est assez fiable. Boîte de vitesses automatique: l'évoqué a reçu 2 boîtes de vitesses automatiques. Avant le restylage, les voitures étaient principalement équipées d'une boîte ESIN TF80 SD, et après février 2014, la transmission automatique a été remplacée par une ZF9 HP 48 à 9 vitesses, qui existe jusqu'à la fin de la production. Nous avons déjà parlé de la boîte à 6 vitesses dans la documentation sur le Freelander 2. Le problème des joints toriques est un peu moins aigu sur les boîtes les plus récentes que sur les plus anciennes, mais compte tenu de l'utilisation d'une huile moins visqueuse, il se pose toujours. Au bout d'environ 150 000 km, il vaut la peine d'effectuer une réparation préventive et de ne pas faire rouler la boîte jusqu'à ce qu'elle perde de la pression. Il est très probable qu'elle tienne le coup, sans que les coussinets ne soient gravement endommagés et sans que la pompe à huile ne tombe en panne. Et même les packs ne risquent pas de brûler, si le propriétaire n'essaie pas d'accélérer. Mais il faut se rappeler que le prix typique de la réparation d'une boîte de vitesse automatique, en panne, est de 150 000 roubles. Indépendamment de ce qui s'y passe. Le remontage d'une boîte de vitesse est effectué pour 20 à 25 000 roubles, plus l'huile et les filtres, en fonction de ce que le propriétaire se laissera convaincre. En principe, l'huile T4 est bon marche, et il est possible de s'installer dans 5 000 au-dessus, et quelqu'un est divorce pour 20 000 roubles pour elle originale. En général, avec un minimum de compréhension de la conception de la boîte et la présence de la conscience des hommes de service, il n'y a pas de problème avec le fonctionnement des uns. S'il n'était pas nécessaire de changer régulièrement les anneaux du copec et si les garnitures du convertisseur de couple ne s'usaient pas, tout serait parfait. N'oubliez pas qu'il est obligatoire de procéder à des vidanges d'huile régulières et de remplacer l'échangeur de chaleur en temps voulu. Mais les contes de fées du concessionnaire et l'huile, originale éternelle, ne le sont pas. La boîte de vitesse à 9 rapports offre à la fois une meilleure dynamique et un meilleur rendement énergétique. En outre, la voiture qui en est équipée est plus facile à conduire grâce à un rapport de première vitesse plus élevé. Aux États-Unis, Chrysler produit des analogues presque complets de ces boîtes de vitesse, le modèle 948 TE pour les modèles Chrysler, Fiat et Honda. Il existe également des variantes avec jauge d'huile, ce qui est le cas aujourd'hui. Les principales différences se situent au niveau de l'électronique et du microprogramme. Grâce à une cinématique astucieuse et à une électronique parfaite, il a été possible de refuser une paire d'embrayages et de les remplacer par un engagement rigide des maillons par des embrayages à cam, qui s'appelle ici embrayage DOGA et embrayage DOGF. La disposition est également particulière, ce qui a permis d'entasser 9 étages dans un boîtier très compact. Parmi les caractéristiques désagréables de la boîte, les embrayages eux-mêmes, principalement l'embrayage DOGA, commutant les gammes.
Un A4 et 5 à 9, le filtre à huile, situe très profondément à l'intérieur de la boîte et nécessitant un démontage partiel pour son remplacement. La pompe à huile entraînée par chaîne et un échangeur de chaleur délicat, aucune réserve sur la capacité de refroidissement du tout, servant principalement à un réchauffement rapide de la boîte. L'embrayage surprend ceux qui aiment les accélérations de 0 à 150 ou les dépassements à grande vitesse avec l'accélérateur à fond. En fonction du moteur, le passage de la 4e à la 5e vitesse se fait dans une plage de 110 à 160 km/h avec une accélération maximale efficace, et avec une traction moindre, il se fait dans une plage de vitesse inférieure. Le problème est qu'en cas de passage rapide sous charge, la boîte n'a pas le temps d'égaliser les vitesses de rotation des arbres. Et qu'il n'y a pas de synchroniseur sur l'embrayage. Les ingénieurs modernes de ZF ne doutent pas des possibilités de l'électronique, c'est certain. Et lors de l'enclenchement du choc, les dents de l'embrayage et l'arbre lui-même sont en dommage. L'embrayage à cam se détruit, et les produits d'usure de l'embrayage et du tambour de l'e-package se répandent dans la boîte. Raison d'une disposition très dense, causant beaucoup de dommages collatéraux à la piste mécanique. Lors de l'achat, écoutez donc attentivement comment se déroule le passage de la 4e à la 5e vitesse sur cette boîte de vitesse automatique. Une secousse ou un bruit désagréable lors de l'enclenchement, c'est la garantie d'une réparation importante et extrêmement coûteuse. Les dommages subis par la piste mécanique sont généralement complexes, et un mécanicien muni d'une lime ne pourra rien réparer, il faut des pièces d'origine. Le filtre à huile est pratiquement irremplaçable, mais l'algorithme de fonctionnement des serrures et le degré de contamination de l'huile sont très modernes. Et si vous ne voulez pas que la boîte de vitesse meure à cause d'un manque de pression et d'un filtre bouche, il vaut mieux changer l'huile au maximum une fois tous les 30 000 km, et placer un filtre externe dans la conduite de refroidissement, et un filtre grand et de qualité, et non un simple piège de Honda. Malheureusement, les concessionnaires continuent d'abreuver les propriétaires d'histoires sur l'huile, remplie pour toute la durée de vie, et essaient de vendre l'huile au prix de 5000 roubles par litre, bien que Mopar 8/9 puisse être trouvé à 8 cents rue. Et compatible et 2 cents. Le remplacement n'est pas ruineux, mais la réparation de la boîte pour 300 000 roubles ne plaira pas à tous les propriétaires d'une telle voiture. La pompe à huile souffre généralement de l'encrassement de l'huile, bien qu'à un kilométrage supérieur à 300 000, il soit nécessaire d'écouter le bruit du fonctionnement de sa chaîne, qui est mince ici, et à l'usure, elle peut se briser. Je n'ai pas rencontré de tels problèmes sur l'Evoque, mais aux États-Unis les Chrysler peuvent avoir toutes sortes de problèmes. Il est préférable de remplacer immédiatement l'échangeur de chaleur par un adaptateur pour radiateur externe avec thermostat et de le changer à titre préventif lorsque le kilométrage dépasse 150 000 km. En fait, pour installer un filtre à huile externe, vous devrez de toute façon acheter une plaque d'adaptation, de sorte que la modification est inévitable. Il n'est pas recommandé de retirer complètement l'échangeur de chaleur du système si vous ne vivez pas dans des régions très chaudes. La boîte ne sait pas comment se réchauffer avec l'aide du GDT, le verrouillage fonctionne même sur une boîte non chauffée, et au ralenti, la boîte peut passer au point mort pour économiser du carburant. La chaleur du moteur l'aide donc vraiment à se réchauffer. Cependant, il fonctionne également bien avec de l'huile froide, alors que les solénoïdes sont neufs. En résumé, la boîte n'est pas mauvaise pour l'Evoque, mais sa construction est délicate et grossière. Nous recommandons d'opter pour la version prestylée avec la bonne vieille boîte à 6 vitesses, dont les réparations sont relativement peu coûteuses et qui ne nécessitaient pas de pièces de rechange rares. Néanmoins, les partisans du progrès peuvent avoir une opinion différente, et les voitures après restylage présentent de nombreuses innovations agréables. Transmission intégrale. La transmission intégrale classique avec embrayage Haldex est assez fiable, mais il faut s'habituer à devoir changer l'huile de l'embrayage aussi souvent que l'on charge l'essieu arrière. Sinon, le temps de réaction augmente et les capacités du système diminuent. Là encore, les huiles d'origine coûteuses ne sont pas vraiment nécessaires. Les prix exorbitants des fluides d'origine ne sont en rien justifiés, c'est simplement qu'ils sont conditionnés dans de très petits récipients. Recherchez des huiles compatibles moins chères et changez-les plus souvent, vous n'aurez pas à nettoyer le collecteur du moteur de la pompe à cause de l'encrassement de l'huile. Le joint d'huile fuit pour une raison ou une autre, et l'huile dans le moteur Haldex est la norme. Il est préférable de faire un trou de vidange d'huile dans le renvoi d'angle lors de la première révision. De cette façon, il sera mieux nettoyé lors de la vidange et les roulements vivront plus longtemps. Si l'on ne tue pas la paire d'engrenages principaux, les réparations sont peu coûteuses.
mais la procédure de vidange et de vérification du niveau d'huile n'est pas prévue dans le réglementé, si bien que les propriétaires amènent souvent le système à la rupture du carter. Rappelons que la transmission M66 possède son propre renvoi d'angle, qui ne fonctionne pas très bien, que les cannelures de l'arbre d'entrée posent des problèmes et que les paires d'engrenages s'usent. Vous trouverez parfois des voitures dotées d'un système de transmission à 4 roues motrices différents. L'option Dynamic Driveline signifie qu'au lieu de l'embrayage Haldex, il y a 2 embrayages indépendants, un pour chaque essieu. Il n'y a pas de différentiel dans la paire principale de l'essieu arrière. Ce système permet d'obtenir un bon gain sur la piste, tout en rendant la voiture plus praticable. En réalité, il n'a pas été possible de trouver des données sur le fonctionnement du système. Il différait peu du Haldex au niveau de l'entretien, même prix des huiles, mais le volume est plus important, et très certainement à peu près les mêmes caractéristiques de fonctionnement. Moteur. Problème courant: explosion des vases d'expansion et des tuyaux, qualité plutôt médiocre des éléments en plastique du système d'admission et de refroidissement, l'évoquer à tout cela en plus d'un prix très élevé. Rappelons que le bloc de commande des ventilateurs est ici très problématique, de sorte que la surchauffe de la voiture n'est pas simple, mais très simple. Il est nécessaire de changer préventivement les vases d'expansion, d'installer des tuyaux de qualité et de contrôler les ventilateurs. Moteur à essence: il n'y a rien de bon à dire sur le vieux moteur à essence Ford, si ce n'est qu'il est facile de changer la distribution et que les composants sont relativement bon marche. Tout le reste est un désavantage complet. La détonation tue le piston, le collecteur d'échappement est en acier et brûle, et des morceaux d'acier atteignent la turbine. En même temps, le moteur est sujet à la détonation, est sensible à la qualité du carburant, n'aime pas l'huile de mauvaise qualité et déteste tout simplement l'huile à faible viscosité, avec laquelle il est alimenté sur recommandation du concessionnaire. Cerise sur le gâteau, les bouchons des phasorégulateurs sont dévissés ici, et comme le bouchon est en métal, il peut faire beaucoup de mal, même s'il ne pénétrait pas dans la chaîne de distribution. Bien entendu, les inconvénients peuvent être atténués, il existe des turbines bon marche, des collecteurs chinois en fonte, des pistons renforce, des logiciels de réglage et, bien entendu, de l'huile SA60 pour l'été et des jauges d'huile. Tout cela est vendu en kit, même sur les marches aux puces chinois en ligne. Pourtant, ce moteur est extrêmement impopulaire. Les moteurs Ingenium, apparus après le restylage, sont toujours plus agréables pour les propriétaires, mais il y a quelques nuances. Le mécanisme de distribution n'est pas seulement situé du code du volant d'inertie, mais comporte également 2 chaînes. Le tendeur de la chaîne supérieure, en position de pleine extension, est littéralement pli, la tige se brise, le cran est perdu. Les tuyaux du refroidisseur intermédiaire de ce moteur tirent, comme ceux des moteurs diesel, sa pression de fonctionnement est assez élevée, la turbine est soufflée à partir de 1250 tours. Et ce qui est assez triste, c'est que le moteur a été remarque pour l'effondrement des chemises, et aussi les roulements à aiguille. Des équilibreurs se bloquent. Certes, on verse de l'huile SAE20 à faible viscosité dans le moteur, mais le kilométrage est faible, et des pannes peuvent survenir. Pendant la période de garantie, jusqu'à une centaine de milliers d'euros. En général, comme pour l'EcoBoost, il serait préférable de changer l'huile pour une huile plus visqueuse et d'installer une jauge d'huile. Mais il est possible qu'elle ne fonctionne plus correctement en hiver et que le système de contrôle de la qualité de l'huile devienne fou. Le fait est que le moteur est équipé d'un système de contrôle de la hauteur de levée des soupapes CVVL. Il s'agit en fait d'un système d'actionnement hydraulique des soupapes d'admission à commande électronique. Où l'avons-nous vu? Sur la Fiat 500, il est presque identique à celui du multi-air en termes d'hydraulique, les Britanniques ont tenu compte de l'expérience des Italiens et ont ajouté des accumulateurs hydrauliques à part entière, mais l'idée générale n'a pas changé. L'arbre de distribution crée une pression dans le système hydraulique du bloc de vannes, et les vannes s'ouvrent lorsque l'unité de commande ouvre le solénoïde qui contrôle le processus. Ainsi, le remplissage du cylindre est toujours optimisé, même à faible vitesse, l'ouverture est complète. Le remplissage est contrôlé par la hauteur de levée des soupapes et l'on peut se passer de l'accélérateur. Il n'y a pas de perte de pompage lors du freinage du moteur et il est facile de maintenir la turbine en bon état à tout moment. Tout irait bien, mais il est dangereux de verser de l'huile plus visqueuse, au démarrage PAR 15 et en dessous, c'est franchement difficile pour le moteur, même sur l'eau du concessionnaire. La pompe à huile est également très compliquée par rapport à la conception habituelle et est combinée à une pompe à vide.
La pompe est ici réglable, comme dans les diesels VW, avec le système de blocage de la roue par un bouchon coûteux et assez délicat. Le thermostat est réglable, très complexe, à plusieurs sections. Il est également, bien sûr, dans un boîtier en plastique et jetable. Il permet de faire fonctionner séparément les circuits du bloc, de la culasse, du collecteur d'échappement et du circuit de chauffage intérieur. Parmi les avantages sérieux, on peut noter un chauffage rapide, le collecteur d'échappement est ici intégré dans la culasse, comme dans les moteurs et à 211 de Volkswagen, et l'essentiel est de ne pas manquer le niveau d'antigel, car la culasse se fissure. Moteur diesel. Les moteurs diesel 2,2 sont de vieille connaissance face au DW12M BTED4 développé par PSA. Nous les avons décrits en détail dans l'article sur Freelander 2 et ici la seule différence est qu'il existe une version avec 2 turbines. Les inconvénients sont les suivants, les moteurs sont un peu bruyants, ils présentent de nombreux problèmes mineurs, depuis les tuyaux d'intercoolés déchirés jusqu'aux fuites de carburant dans l'unité de commande électronique, ECU. Et le plus triste, c'est que lorsque les culbuteurs s'usent, ils desserrent les soupapes, après quoi la réparation n'est généralement pas rentable. Le flux modeste d'informations sur les moteurs Ingenium peut être considéré comme un bon signe. Ils sont nettement plus silencieux et il n'y a pas encore de problème avec le système d'alimentation en carburant. Mais ils sont également équipés d'une pompe de suralimentation. Du point de vue du bloc, les moteurs sont unifiés avec les moteurs à essence de la série, mais ne disposent pas du système CVVL. Le problème des chemises et des roulements d'équilibrage est encore plus aigu que sur les moteurs à essence de cette série. Sur l'Evoque, la situation est relativement bonne. Mais la version la plus récente du moteur du Defender 2, avec 240 chevaux et 500 Nm de couple, n'atteint pas les 40 000 km. Oui, un vilebrequin tordu et des bielles tordues. L'unité a même été rapidement remplacée par un moteur de 3 litres en Europe. C'est ainsi que le constructeur a expérimenté les limites de la résistance du moteur. Ce qui est étrange, le moteur dispose d'un régulateur de phase des soupapes d'échappement, il permet d'accélérer le chauffage du filtre à particules et du neutralisateur d'oxyde d'azote. En général, le moteur est inhabituel, l'essentiel est de prendre soin du vilebrequin et des chemises, et une huile plus visqueuse ne sera pas toujours utile, l'électronique ne donne tout simplement pas la pression nécessaire, vous devez changer le firmware pour le réglage ou déconnecter les capteurs. À prendre ou à ne pas prendre? Comme vous pouvez le constater, l'Evoque ne justifie pas les stéréotypes selon lesquels il ne fait que voyager d'un service à l'autre. Et n'est pas loin de ses frères européens dans le segment haut de gamme en termes de fiabilité et d'entretien coûteux. L'essentiel est de trouver un exemplaire qui n'est pas négligé, et alors la voiture peut passer pas 100 000 sans problème et dépenses sérieuses. Et, bien sûr, il faut être attentif au choix du service, il vous permettra d'économiser beaucoup d'argent sur l'entretien, et en général, beaucoup dépendent de mains habiles et de connaissances.